Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés ce soir. À quelques jours de son intronisation, le président élu Jovenel Moïse a effectué ce mardi une visite de courtoisie au barreau de Port-au-Prince. Le nouvel ambassadeur d'Allemagne en Haïti, Manfred Auster, annonce le renforcement de la coopération haïtiano-allemande. Le diplomate a fait ces déclarations alors qu'il effectuait une visite de courtoisie au Sénat de la République. Des échauffourées ont éclaté ce mardi à Nazon entre la police et un groupe d'étudiants finissants de l'École normale supérieure qui réclament leur intégration au sein du système éducatif haïtien. Le président élu Jovenel Moïse a effectué ce mardi une visite de courtoisie au barreau de Port-au-Prince. Répondant aux questions des journalistes présents, le président élu a expliqué que cette visite faisait suite à une série de rencontres visant à harmoniser les relations entre la présidence et le barreau. Démarche nous matin, nous connaissons qui ça représente avocat dans le pays. Avocat, c'est là pour défendre veuve à orphelin. Il est là pour défendre ni ça qui est riche, ni ça qui est pauvre, ni ça qui est dans le monde, ni monde qui est dans la ville. Ni moun qui est en haut, ni moun qui est en bas, ni moun qui rouge, ni moun qui noir. C'est ça que l'avocat a pour le faire. Et c'est pour ça matin, je suis venu pour me dire, en premier lieu, que nous parlons. Nous parlons pour nous travailler pour le renforcement institutionnel. Nous parlons pour nous travailler, j'aime toujours dire, pour ne pas faire partie du problème, pour ne faire partie de la solution. Cahier de charge à Naptani. Naptani parce que pour nous faire terme de référence, État général sectoriel, nation, moi je pense que Baroua a un rôle pour le jouer. Matin, moi là, et moi là, son signal que je voulais voir, tout le monde qui est concerné, pour me dire que l'État faut retirer dans la rue. Ça veut dire, lundi, il faut retirer dans la rue, il faut récupérer l'État pour nous mettre dans l'institution. Parce que les trois pouvoirs de l'État, tout le monde connaît, c'est le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Je dis, il faut que le pouvoir joue un rôle. Et moi, je dis, le patronat est en dedans, parce que pas la justice. Et nous pouvons être clair pour tout le monde, matin, que l'avocat, il compte en pile pour nous. Nous pas qu'à parler de l'état de Jean-Guy Blandil, la justice élève une nation. Je dis tout ça nous vient comme projet de développement. L'état de droit est transversal. Si pour nous faire développement économique, nous arrivons, par exemple, on a fait spoliation terre en Haïti. C'est un gros problème que le pays a un problème. On terre qu'on a 10 mètres. On arrive dans une situation côté terre qui a un seul mètre. C'est pour ça qu'il y a un pile de travail qu'on fait pour nous capables de faire cadastre pays qui permet l'identification de toute terre. Deuxièmement, nous allons travailler avec nos terres, à Panthère, à avocats ensemble, pour que l'ordre rétabli dans le niveau ça. Parce que j'en ai toujours dit, nous ne sommes pas là pour faire chasse aux sorciers, nous ne sommes pas là pour persécuter personne, mais au grand mot, les grands remèdes. De son côté, le bâtonnier, maître Stanley Gaston, a évoqué une grande première. En effet, en 150 ans d'existence, le barreau de Port-au-Prince n'avait jamais reçu la visite d'un président. C'est pour la première fois qu'un président élu visitait le barreau. Mais nous-mêmes, qui gens que nous interprétons que le barreau de Port-au-Prince, c'est la plus ancienne, la plus vieille, la plus prestigieuse institution de la société civile, qui c'est la mieux réglementée également. Donc, nous comprenons que un chef d'État qui a un projet porteur pour la justice, qui a voulu aller loin, qui a aimé que les choses changent dans ce secteur, donc il est important que, dès le départ, que les rencontrer certaines institutions pour que déjà nous soyons capables plus ou moins harmoniser les rapports. Mais c'était l'occasion pour le barreau de Port-au-Prince pour que nous soulignions l'attention du président que mission principale, nous jouons le rôle de vigie en matière d'état de droit. Que toutes les fois que la présidence, l'exécutif, l'État en général, il n'y a pas appliqué l'état de droit, le barreau de Port-au-Prince n'a pas bon côté. Mais si toutefois, tu as des écarts en matière d'état de droit,
n'a pas assumé responsabilité légale, non, sociale et historique. Et ça n'a fait un devoir, non, pour que l'État, l'exécutif, change d'orientation. Et l'autre sujet que nous avons abordé avec le président aussi, ça concernait le fonctionnement de la justice. La justice va très mal, nous n'avons pas quel problème qui a gangréné nous, des problèmes de management, nous avons des problèmes de corruption, tout ensemble de problèmes qui a gangréné la justice. La situation est intenable, donc il était nécessaire que nous fassions part à président de ça. Et nous sommes bien contents que le président a engagé des pourparlers au niveau sectoriel. Donc à ce moment, on a préparé un cahier des charges et nous allons aller dans ensemble de débats. Nous avons fait valoir nos points de vue et nous avons proposé tout, des recommandations et nous souhaitons que si on prend en compte, ça capable de changer l'avenir du pays. À une semaine, jour pour jour, des cérémonies d'investiture du nouveau président de la République, nous avons voulu savoir où on en était des préparatifs. Pour en parler avec nous ce soir, nous avons M. Lucien Jurat, porte-parole de l'équipe de Jovenel Moïse au sein de la commission de transition. Bonsoir, M. Jurat. Bonsoir Serge, bonsoir à toutes les téléspectatrices et tous les téléspectateurs de Télémétropole. Un plaisir d'être avec vous. Un plaisir pour nous également. Alors, Monsieur Jurat, vous avez entendu la question. Comment ça se passe entre les deux branches de la commission, la vôtre et celle du président sortant? Y a-t-il eu des difficultés? Est-ce que tout se passe bien? À 7 jours de l'investiture du président élu Jovenel Moïse, nous pouvons dire que tout se passe pour le mieux en ce moment. Nous avions parlé la semaine dernière d'une cérémonie, d'une journée d'investiture en 3 temps. Tout d'abord, le Parlement haïtien, où aura lieu la cérémonie de prestation de serment du président de la République. Ensuite, au Palais national, où tout va bon train jusqu'à présent. La cérémonie baptisée Liturgie de la parole suivie de Tédéum sera conduite par son éminence, le cardinal Chibli Langlois. Et tout de suite après, le président de la République aura à délivrer son premier message à la nation. Et le troisième moment, le troisième grand moment, le troisième temps fort, on peut dire, de cette journée, ce sera cette rencontre au Mupana entre le chef de l'État et les différentes délégations étrangères, les chefs de délégation, voilà, pour couronner cette journée d'investiture du président Jovenel Moïse. Monsieur Jurat, jusqu'à récemment, il y avait encore quelques inquiétudes sur le Sénat et la possibilité d'y avoir le quorum qui puisse ouvrir l'Assemblée nationale. Est-ce que cette crainte est aujourd'hui dissipée? Au niveau de la présidence, on s'était toujours référé à la bonne foi et au patriotisme, et surtout au sens de responsabilité des pères conscrits de la nation. Et aujourd'hui, plus qu'hier, nous sommes optimistes quant à ce quorum indispensable pour la cérémonie de prestation de serment du président de la République au Parlement. Mais comme vous pouvez bien le comprendre, aujourd'hui, avec aussi l'arrivée d'un nouveau sénateur au Parlement, je parle du sénateur Gélin, qui a prêté serment, si je ne m'abuse, aujourd'hui, la situation est devenue moins difficile qu'elle ne l'était il y a de cela quelques jours. Donc on est très optimiste, nous reposant surtout et davantage sur le patriotisme, la bonne foi et le sens de responsabilité des pères conscrits pour que Haïti reprenne les rails de la démocratie à partir de l'investiture et de la prestation de serment du président Jovenel Moïse. Monsieur Jurat, si vous permettez, nous allons faire, comme on dit en créole, quelques-uns. Est-ce que vous pouvez nous informer un petit peu sur les chefs d'État et de gouvernement qui sont conviés à cette cérémonie? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà donné leur accord? Plus d'une 60aine d'invitations sont déjà parties, auxquelles 4 ont déjà répondu. Je parle des chefs d'État particulièrement. Oui. Je peux confirmer pour vous que le président de l'Équateur a confirmé sa présence, celui de Trinidad et Tobago, de la République dominicaine ainsi que du Venezuela, et d'autres pays ont confirmé leur présence à travers leur chancellerie.
leurs chanceliers et ministres des Affaires étrangères, tels Chine, Taïwan, Bahamas, Mexique, Antigua, Panama, Nicaragua, pour ne citer que ces pays-là. On s'attend à recevoir d'autres confirmations tout au cours de la semaine. Ça se passe plutôt bien. Mais vous parlez là des invitations qui ont été lancées par les deux partis ou essentiellement par le président de la République sortant, qui est celui qui en fait organise ces cérémonies, c'est bien ça? Écoutez, là, et pour les gens très habitués aux questions de protocole, c'est au ministère des Affaires étrangères qu'il convient de faire, si vous voulez, le suivi à ce niveau. Donc, pour vous dire que, comme nous avions parlé d'une démarche mixte en termes d'invitation, c'est à la fois la commission de transition du côté du président Jovenel Moïse qui envoie certaines invitations, tout comme la branche du côté du Palais national, conduite par le Premier ministre Jean-Max Bellerive, mais comprenez là que nous parlons d'une seule et même entité. Et là, il s'agit d'un événement qui engage l'État haïtien, donc il fallait que tous les créneaux puissent être utilisés. Et nous disons que ça part tant du côté du Palais national que du côté de la Commission. Mais vous comprendrez que du côté de la Commission, l'obligation d'engager d'autres États ne lui revient pas. C'est une prérogative exclusive de l'État haïtien qui, à travers la structure du Palais national, nous est vraiment d'un très grand support, et la collaboration est tout ce qu'il y a de plus parfaite jusqu'à présent. Donc, pour vous résumer, en ce qui concerne les cérémonies d'investiture, pour vous, tout va bien et il n'y a aucune raison que cela ne se passe pas bien le 7 février prochain. C'est bien ce que j'ai compris. Aucune. J'en profite, Serge, pour dire que nous avons reçu une panoplie de demandes d'accréditation, surtout de la presse internationale, pas moins de 80 demandes d'accréditation. On est en train de voir comment accommoder tout ce beau monde, quand on sait que chez nous aussi, il y a une envie folle de la presse d'être présente ce jour-là pour assurer ce qui sera l'événement du mois de février. Et j'en profite pour dire aussi que le 7 février prochain sera un jour ordinaire. Quand je dis ordinaire, que ce ne sera pas chômé, que ce ne sera pas congé. Donc l'administration publique, le commerce et les écoles fonctionneront comme à l'accoutumée. Et je disais donc que c'est une grosse, mais une très grosse mobilisation au niveau de la presse pour la couverture de cet événement. Oui. Monsieur Jura, tant que vous êtes là avec nous, il y a un autre sujet qui avait fait débat il y a quelque temps, c'est la question du carnaval. La décision du président de faire le carnaval national au CAI avait créé quelques remous ici à Port-au-Prince. Est-ce que cette affaire est réglée ou en passe d'être réglée? Disons qu'elle est en passe, que nous sommes plutôt sereins et calmes aujourd'hui. Le calme est revenu. C'est vrai qu'il y a eu quelques tollés, quelques remontées suite à l'annonce du carnaval national dans le sud du pays. Mais grâce à la diligence de la commission de transition qui a vite fait de prendre les choses en main pour voir comment elle pouvait harmoniser au maximum les relations. Aujourd'hui, nous pouvons affirmer qu'entre la municipalité de Port-au-Prince et celle des CAI, c'est une parfaite harmonie. On s'est mis d'accord. Le carnaval national sera bel et bien organisé dans le sud du pays, au CAI, mais sans pour autant priver les Port-au-Prinциens de ce droit légitime que de pouvoir danser dans les rues de Port-au-Prince et festoyer à l'occasion des 3 jours gras. Et avec l'actuel maire de Port-au-Prince, des discussions ont déjà été engagées et ça va bon train. C'est l'harmonie la plus totale aujourd'hui. Et il faut préciser que ce n'est pas seulement au CAI et à Port-au-Prince que se tiendront des activités carnavalesques comme à l'accoutumée. Dans toutes les grandes villes où généralement on sait avoir ces genres de festivités, on les aura. Et le président de la République, le prochain gouvernement feront de leur mieux pour que au CAI, eh bien, on ait un carnaval, tout ce qu'il y a de plus correct et pour
plus grande satisfaction des populations du Sud, un carnaval qui fondamentalement est motivé par le souci du président élu de venir en solidarité aux populations du Sud, fortement affectées récemment par le cyclone Matthew. Ce sera une opportunité également d'ouvrir une fenêtre économique sur le Grand Sud, les deux grandes motivations donc du président Jovenel Moïse qui en avait fait l'annonce récemment. Et j'imagine que la tradition d'avoir le carnaval de Jacmel une semaine avant les autres villes est aussi maintenue. Je ne pense pas qu'on y touchera. Et comme je l'ai dit tantôt, c'était surtout en ce qui a trait à Port-au-Prince que le problème s'était particulièrement posé, mais il y a une approche mixte aujourd'hui qui a été trouvée, une sorte de jumelage pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de difficultés donc, entre Port-au-Prince et les Cayes. On parle du 26, du 27 et du 28, mais je présume que pour les Jacméliens, ce sera comme à l'accoutumée, une semaine à l'avance, comme vous l'avez dit. Voilà. Donc, M. Jurat, en résumé, la journée du 7 février devrait se passer absolument sans anicroche. La question du carnaval qui avait divisé, voire même opposé, les Cayes et Port-au-Prince est aujourd'hui en passe de se trouver une harmonie, c'est le cas de le dire. Donc, tout va pour le mieux. Tout va pour le mieux, c'est le cas de le dire. Et permettez que je précise au passage cette visite du président élu aujourd'hui au barreau de Port-au-Prince. Oui, en effet. Il a été visiter le bâtonnier ainsi que le conseil de l'ordre des avocats, une démarche que nous devons circonscrire dans le cadre de cette recherche permanente de consolidation des rapports entre les pouvoirs d'une part, mais aussi qui va dans le sens du renforcement institutionnel. Le président Jovenel Moïse, donc, qui multiplie les démarches, les contacts à quelques jours de son investiture officielle. Parfait. Eh bien, merci, Monsieur Lucien Jurat. Merci de ces précisions sur la marche des choses et la belle éclaircie vers laquelle nous semblons nous diriger. Merci de nous avoir accueillis et bonne fin de soirée. Merci à vous aussi, à vos auditrices et vos auditeurs. Pas moins de 2 conférences de presse devraient nous permettre de mettre tous les derniers points sur tous les derniers i en ce qui concerne les préparatifs devant nous conduire au 7 février 2017, date à laquelle la démocratie reprendra ses droits, en cela qu'un président élu sera de retour à la date prévue constitutionnellement. Merci beaucoup Serge et à très bientôt. Totale disponibilité de la commission de transition pour vous informer. Merci infiniment Monsieur Jurat. Bonne fin de soirée et à bientôt. À bientôt. Une vive tension a régné ce mardi à Nazon aux abords des locaux de la Direction des ressources humaines du ministère de l'Éducation nationale. Des étudiants finissants de l'École normale supérieure ont lancé des pierres en direction de l'institution et ont défoncé la barrière principale. Il s'agissait pour ces derniers d'exiger des responsables le respect de l'accord paraphé entre le dit ministère et l'école normale en ce qui concerne leur nomination. La police a dû intervenir afin de rétablir le calme. Les agents de la PNH ont fait usage de gaz lacrymogène afin de disperser les protestataires.
Le nouvel ambassadeur d'Allemagne en Haïti, Manfred Auster, était au Sénat de la République ce lundi. Accueilli par le président de cette branche du Parlement et 2 autres sénateurs, le diplomate s'est réjoui de la bonne coopération qui existe entre les 2 pays depuis 2 siècles. L'ambassadeur est venu nous visiter pour s'informer, pour voir comment le Parlement fonctionne. Et moi, je pense que nous apprécions la visite là. Énumérez quelques points pour nous qui t'ai parlé dans Le point qui t'est parlé, c'est au niveau, premièrement, la présentation, puisque l'ambassadeur est nouveau. Deuxièmement, le fonctionnement du Parlement. Je n'ai fonctionné là. Nous connaissons que le Parlement, dans le local que nous avons, le local provisoire, nous avons parlé de construction de local là. Et lui-même, il parlé avec expérience Parlement allemand, comment renforcer la structure technique du Parlement. Ça, les staffers qui accompagnent les députés et sénateurs. Nous parlons également tout de coopération qui projet pays allemand a fait au niveau d'Haïti, mais la plus grande partie de la coopération allemande se fait à travers l'Union européenne. Il y a 30% dans le budget Union européenne qui est porté et en même temps tout, il y a un cadre de coopération qui est situé surtout dans les petits projets. Moi je crois que l'Allemagne en tant que pays, nous qui dit que c'est un pays important dans l'Union européenne, moi je crois que toute coopération qui va venir dans l'Union européenne, à travers l'ambassadeur allemand, nous avons parlé de eux puisque justement Haïti a besoin de coopération européenne, puisque c'est une coopération qui est allée quelquefois dans l'aide budgétaire directe. J'ai eu l'occasion, encore une fois, de vous rappeler que dans la première constitution d'Haïti, il y avait aussi une telle article juste pour les Allemands. Ça, c'est un article avec la citoyenneté. Normalement, on dit dans cette première constitution de 1804, on dit tous les citoyens, citoyennes d'Haïti, ils doivent être noirs. Et l'article 2 de cette l'a dit, sauf les Allemands, parce que nous avons lutté avec vous dans la guerre d'indépendance. Alors, ce que je veux dire, c'est que nous avons une très longue relation, une très bonne relation, et dans ce sens, nous avons aussi, pas trompé, nous avons d'accord de coopérer un peu plus. La société civile veut s'impliquer dans la gouvernance du pays. Plusieurs organisations du plateau central se sont regroupées pour initier un dialogue avec les autorités étatiques. Cette initiative entre dans le cadre d'un programme piloté par l'Observatoire citoyen de l'action des pouvoirs publics, OCAP, financé par l'Union européenne. Ces structures de la société civile se proposent de faire un plaidoyer auprès des dirigeants du pays, notamment dans les domaines comme l'éducation, la migration et l'état civil, 3 problèmes majeurs rencontrés par les habitants du département du Centre. 3 secteurs sont identifiés, c'est question immigration, question éducation et question état civil. Donc pour qui ça vient là aujourd'hui? Eh bien, la question de gouvernance et de transparence, nous-mêmes, dans l'Observatoire, nous voulons qu'on y ait la voix aux sans-voix. Ce n'est pas l'Observatoire devant, c'est eux-mêmes qui devant. Parce que faut organisation et non gouvernementale, faut société civile dans la province, il y a une voix tout. Il n'y a pas que c'est Port-au-Prince qui a parlé pour problème monde qui bombarde la police ou bien problème monde qui maïsade. Donc, ils ont créé une plateforme aujourd'hui, ils ont lancé plaidoyer parce qu'il faut comprendre comment l'État a fonctionné pour faire un bon plaidoyer. Donc, c'est dans ce sens ça nous le dialogue a commencé et campagne a commencé. Il ne pas arrêter là, il a continué de façon que c'est eux-mêmes qui peuvent faire et puis nous-mêmes, Observatoire, n'a pas encadré puisque nous avons une expertise là. On le constate aujourd'hui à travers la dynamique, la forte présence des comités de plaidoyer ici à Port-au-Prince. La préparation qui a été réalisée, vous en avez été témoin vous-même, vous voyez qu'il y a des revendications très précises qui sont formulées, il y a des priorités qui ont été définies ensemble par toutes ces organisations, il y a des formations qui ont été mises en œuvre et donc dont on voit les résultats concrets dans la façon, dans la capacité à mettre en place ce plaidoyer. Donc on est très satisfait de ce travail, du travail qui a été réalisé. Et comme ça a été dit tout à l'heure, de toute façon, nous sommes en début d'un processus, sachant qu'à partir de février, nous aurons bientôt une nouvelle administration, un nouvel exécutif. Nous avons
de façon générale, nous partons dans une nouvelle ère et donc cette culture véritablement, cette nouvelle culture de la gouvernance, l'implication de la société civile dans le contexte d'une nouvelle époque politique est tout à fait bienvenue et ce n'est certainement qu'un début dans ce contexte-là. Des avancées ont été constatées dans le cadre de la promotion du créole en Haïti. C'est ce qu'a fait savoir le président du conseil d'administration de l'Académie créole. Maurice Jean-Baptiste en a profité également pour annoncer que le lancement du mois de la langue maternelle se fera ce mercredi 1er février. L'activité, ça, c'est mon qu'on a gagné l'école qui a bâti mon qui a puni parce qu'on parle créole. Alors, nous devons sensibiliser la population pour comprendre qu'on n'est pas capable de battre un petit monde parce qu'il parle langue, il tend de la caille de toute journée. Langue maman, il a parlé avec lui, langue papa, il parle avec lui, et puis il est arrivé à l'école, il tombe battre ou punir. Ça veut dire qu'il punit et maman, et papa, et ma tante là, et tout le monde dans la caille là. Et la journée, et tu as dit pays à toi parce que le pays a parlé créole. Alors l'opinion petit monde parce qu'il parle langue maternelle, langue maman, et bien ça veut dire ou mépriser ou dire maman ne pas parler, maman ne pas monde. Alors c'est pour ça nous devons sensibiliser la population sur bagay ça parce que moi-même qui grand monde, je suis subi un peu le bagay ça et je ne pas t'appeler pour monde qui a levé, petit monde qui a levé, puis subi même bagay que subi et puis on corrige le bagay ça. La Fondation Dr Louis G. Lamotte célèbre ce mardi son premier anniversaire de création. Selon Rose-Anne Auguste de la Fondation, de nombreuses activités sont prévues afin de marquer cette date, notamment une soirée au cours de laquelle plusieurs personnalités et institutions seront honorées par la Fondation. Son fondation et qui voulait utiliser connaissances comme outil pour transformer le pays socialement. Mais évidemment, son fondation que nous y est, le nous dit pour nous changer le pays, transformer le pays socialement, ça ne veut pas dire que c'est tout le pays nous le travail pour nous transformer socialement. C'est ça que nous rêvons. Mais c'est jeter base et en dialogue avec les communautés précaires et utiliser le dialogue social, utiliser l'échange, utiliser les outils de participation citoyenne, consultation citoyenne, pour goumer contre l'exclusion sociale, pour goumer contre la pauvreté. Pour la première année d'intervention, nous avons vraiment commencé à expérimenter l'action sociale dans une petite localité, dans Kinskoff, qui sont localités parmi 26 localités de 3e section communale Soursaï. Et le contact que nous gagnons avec la population, avec la communauté, c'est eux-mêmes et particulièrement qui définit toute priorité, action sociale qui peut faire dans la communauté. Et nous regrouper tout objectif, toute priorité en un seul objectif qui c'est accompagner pour être capable de transformer le village, transformer la localité en un village intelligent. Rappelons que la Fondation Dr Louis G. Lamotte a été lancée le 15 janvier 2016 par l'ancien Premier ministre Laurent Salvador Lamotte en reconnaissance de l'engagement social de feu son père, le Dr Louis G. Lamotte, qui fonda l'Institut Lope de Vega. Vente signature ce mardi au local de la Direction nationale du livre du nouveau livre du jeune auteur haïtien Douglas Zamor intitulé « Choc ». Cet ouvrage, rédigé en créole, décrit la réalité haïtienne sur les plans politiques, économiques et social. Suivez les explications de l'écrivain Douglas Zamor. Choc là lui-même, la carrière porte de paix, il y a deux sens. Le premier sens là, c'est un sens qui a un rapport à on manger, mon qu'on manger dans le pays d'Haïti. Par exemple, banane gosbot, il y aurait le choc pour de paix tout. L'autre sens non balia, choc pour nous-mêmes, c'est tout ça qui pas gain nan. Par exemple, l'eau pon chadek ou couper ou manger nan ou jeter choc là. Donc ça veut dire on bagay qui choc, son bagay qui pas gain nan. C'est ça que nous dit. Donc après dernière analyse nous sur société haïtienne, nous ouais presque tout ça qui la donne c'est choc. Par exemple, politique, choc politique. Pour qui ça fait politique dans le pays? Politique, c'est la dernière instance. On est capable de dire, nos sociétés qui là pour organiser bien net. Eh bien, nous en Haïti, ça n'a pas organisé bien net. Eh bien, c'est un choc politique.
Eh bien, pour éducation, réalité jour en jour, nous, éducation on pas prendre. C'est ça que fait, nous dit, son choc éducation qui gagne dans le pays d'Haïti. Et puis, nous, tout, même les gens qui vivent dans le pays d'Haïti, c'est choc moun. Pour qui ça, c'est choc moun? Parce que, regardez, dernier indice qui est disponible pour garder et comment les gens doivent vivre dans le pays, ouais, chaque Haïtien qui vit dans le pays d'Haïti, donc disons majorité, chaque qui vit, ouais, ils vivent avec pipiti parce que $1 américain, ça veut dire que les gens vivent dans la pauvreté extrême. Donc si ils vivent dans la pauvreté extrême, les gens sont facile pour manipuler, c'est facile pour faire ça ouvrir ensemble avec eux, mais les gens sont considérés comme choc moun. Ça veut dire qu'il faut que nous essayions de joindre moun, il faut que nous essayions de former moun, bay moun qui gagne dans le pays ça. Donc c'est ça qui choque là. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.